Investir dans l'immobilier en Israël, c'est une chose. Mais optimiser sa fiscalité, ça, c'en est une autre. Et c'est souvent là, vraiment là, que la rentabilité se joue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'impôt sur le revenu locatif israélien pour comprendre comment faire le meilleur choix stratégique. La question centrale que tout propriétaire se pose, au fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'on choisit la facilité, la simplicité, ou est-ce qu'on cherche la solution la plus avantageuse financièrement? Et comme on va le voir, les deux sont, disons, très rarement compatibles. Bon, alors, plongeons dans le vif du sujet. Le fisc israélien, il propose 3 options, 3 chemins bien distincts pour déclarer ses revenus locatifs. 3 cadres, 3 logiques qui, vous allez voir, aboutissent à des résultats financiers radicalement différents. Le premier régime, on pourrait l'appeler le filet de sécurité. Il est vraiment conçu pour les propriétaires qui ont des revenus locatifs assez faibles, en offrant une exonération totale, mais sous certaines conditions. Ce régime il fonctionne avec un mécanisme un peu particulier, celui du plafond glissant. Ce n'est pas un interrupteur tout ou rien. Attention, si le loyer dépasse le seuil, l'avantage fiscal commence à fondre. En fait, chaque shekel de revenu en plus vient grignoter l'exonération, ce qui peut très vite rendre cette option beaucoup moins attractive. Pour résumer, c'est parfait pour des revenus modestes parce qu'il n'y a tout simplement pas d'impôt à payer, mais le revers de la médaille est double. Si le loyer est juste un tout petit peu au-dessus du plafond, l'impôt peut grimper en flèche et surtout, aucune dépense, même importante, ne peut être déduite, rien. Passons maintenant au régime le plus populaire, celui que beaucoup de gens choisissent par réflexe pour sa simplicité, ou du moins sa simplicité apparente, le forfait de 10%. C'est le raccourci par excellence. Alors là, le principe est ultra simple, 10% du loyer brut total part aux impôts. Point final. C'est prévisible, c'est facile à calculer. Mais le compromis est énorme. On renonce à la possibilité de déduire toutes les dépenses liées au bien. Et quand on dit toutes, c'est vraiment toutes. L'avantage, il est évident, c'est simple. Mais le gros inconvénient, qui n'est pas toujours visible au premier abord, c'est que cette simplicité peut coûter très cher, surtout pour ceux qui ont des charges importantes comme un crédit immobilier. Et enfin, voici le troisième concurrent, le régime réel. Celui-ci, ce n'est pas un raccourci, c'est le choix stratégique, le jeu d'échecs pour l'investisseur qui veut vraiment optimiser sa situation fiscale. Ici, on change complètement de logique. On ne regarde plus le revenu brut, mais le revenu net. C'est un peu comme gérer une petite entreprise. On prend les loyers perçus, on soustrait toutes les dépenses réelles, et l'impôt ne s'applique que sur le bénéfice qu'il reste à la fin. Et regardez un peu la puissance de ce régime. La liste des dépenses qu'on peut déduire est longue. Les intérêts du prêt, l'amortissement du bien, c'est-à-dire la prise en compte de son usure dans le temps, les frais de réparation, les taxes locales, bref, tout ce qui est lié à l'investissement peut potentiellement réduire la base imposable. Ce tableau, il résume tout ça parfaitement. On voit bien la différence de logique. La colonne déduction, elle est vraiment la plus parlante. Elle est vide pour les 2 premiers régimes, mais pleine pour le 3e. C'est exactement là que tout se joue. Bon, assez de théorie. Maintenant, mettons ces 3 régimes à l'épreuve avec un cas concret, pour voir leur impact réel. On va prendre l'exemple d'un investisseur, qu'on appellera Joseph. Alors, Joseph perçoit un loyer de 8 000 shekels par mois. Sur une année complète, ça nous donne un revenu brut de 96 000 shekels. Mais, attention, Joseph a aussi des charges importantes. Chaque année, il paie 40 000 shekels d'intérêt sur son prêt immobilier et il engage 8 000 shekels de frais d'entretien, ce qui nous fait un total de 48 000 shekels de dépenses. Alors, suivons le calcul pour le régime réel. On part des 96 000 de revenus bruts, on enlève les 48 000 de charges directes et on déduit aussi l'amortissement du bien, cette déduction comptable pour l'usure, qui est ici de 46 000. Et regardez le résultat, son revenu imposable tombe à seulement 2 000 shekels. C'est incroyable. Et ce graphique, il illustre brillamment la conclusion. Avec le régime réel, Joseph paie, environ 620 shekels d'impôts. Une miette. Avec le fameux forfait à 10%, on passe à 9 600 shekels. Et le pire, avec le régime d'exonération, il paierait plus de 17 000 shekels. Le choix de la simplicité à 10% lui coûterait près de 10 000 shekels de plus, chaque année. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le choix qu'on fait aujourd'hui a des conséquences directes et souvent méconnues sur l'impôt qu'on paiera le jour de la revente du bien. Et voilà le point crucial, le piège. Avec le régime à 10%, même si on n'a pas déduit l'amortissement chaque année, le fisc, lui, va le réintégrer d'office dans son calcul à la revente. C'est le pire des 2 mondes. On paye plus d'impôts à la fin sans avoir eu le moindre avantage fiscal en cours de route. Cette citation, elle est sans appel. Ce n'est pas une option, c'est une règle. Le fisc va considérer que l'amortissement aurait dû être déduit, que ça a été fait ou non. C'est ça le coût caché du raccourci simplifié de 10%. Alors, comment est-ce qu'on prend la bonne décision ?
L'idée, ce n'est pas de trouver une réponse universelle qui marcherait pour tout le monde, mais plutôt d'adopter la bonne méthode d'analyse pour sa propre situation. En réalité, il n'existe pas de meilleur régime dans l'absolu. Le choix optimal est entièrement personnalisé. Tout dépend du montant du loyer, bien sûr, mais aussi du poids du crédit immobilier et du niveau des autres charges qu'on peut déduire. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça. Premièrement, la simplicité est souvent l'ennemi de la rentabilité. Deuxièmement, si un crédit immobilier est dans l'équation, le régime réel est presque toujours le grand gagnant. Troisièmement, le choix qu'on fait a des conséquences à très long terme. Et enfin, une analyse professionnelle n'est pas une dépense, c'est un investissement. On termine sur cette question. Est-ce qu'on doit voir la fiscalité comme une simple corvée administrative ou plutôt comme un levier stratégique pour construire et sécuriser son patrimoine ? Je crois que le cas de Joseph nous a bien montré la différence que ça peut faire.